nous décrire l'ambiance sur place. Et puis la rubrique métier va ce soir à la rencontre des artistes peintres, immersion dans leur atelier pour saisir toute leur créativité avec souvent une dose de figuratif et d'abstrait. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État a quitté Touba cet après-midi. Avant son départ, il a procédé à la pose de la première pierre d'un hôpital ultramoderne d'une capacité de 300 lits. Cet établissement va coûter 40 milliards de francs CFA. Le président Macky Sall a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance au khalife général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, qui a offert son terrain de 10 hectares pour la construction de l'hôpital, nous dit Omar Nying. Sous le regard joyeux de nombreux fidèles, le chef de l'État quitte la résidence Khadimou Rassoul en fin de matinée. Direction Darou Khadim, située sur la route de Darou Mousti. Voici le site qui va abriter l'hôpital de grande envergure que le président Macky Sall va construire à Touba. Sur place, il arrive en compagnie du porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr. Ensemble, ils posent l'acte symbolique. L'hôpital qui va sortir de terre dans 31 mois sera de niveau 3 avec 300 lits. Tous les services dignes de son rang y seront érigés. En matérialisant ainsi sa promesse, le chef de l'État montre encore son attachement au mieux-être des populations. J'ai toujours affirmé mon engagement pour la santé. Et je sais combien la santé tient également au khalife général, Sidi Mokhtar Mbacké. C'est pour cela que j'ai inscrit l'amélioration des conditions de vie des populations au cœur de mon action politique. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a mis en œuvre des politiques d'accès universel aux soins, couverture maladie universelle. Et je voudrais m'arrêter là pour féliciter Madame le ministre de la Santé, professeur Eva Marie Coll Seck, le directeur général de l'agence de la CMU, Khalifa Ababacar Mbengue, ainsi que l'ensemble de vos collaborateurs pour le bon qualitatif qui a été observé en 1 année et demie de mise en œuvre de la CMU. C'est l'axe 2 du plan Sénégal émergent qui est ainsi en exergue avec une couverture maladie universelle devenue une réalité dans le contexte d'une ville aussi importante que la cité de Cheikh Ahmadou Bamba. Berceau du mouridisme, Touba est en effet, au fil des années, devenue une mégalopole. La cité accueille toute l'année des événements religieux dont le Grand Magal qui draine des millions de fidèles. L'accroissement de la population de Touba s'est fait ces dernières décennies de manière exponentielle, faisant de la ville, je l'ai rappelé, la 2e agglomération derrière Dakar. En attendant, certainement si ça continue, Touba va dépasser Dakar. En effet, la population de l'agglomération de Mbacké-Touba compte plus d'1 million d'habitants, dont la moitié est constituée de femmes. Et sur cette population féminine, 58% au moins sont en âge de procréer, soit 290 000 femmes avec un indice moyen de fécondité de 6%. Sur le plan sanitaire, Touba compte un établissement public de santé de niveau 3, un EPS 1, un centre de santé et des postes de santé. Et des efforts considérables sont consentis annuellement par le ministère de la Santé pour accroître le niveau de performance de ces structures sanitaires. Cependant, la capacité de prise en charge de ces infrastructures est loin de satisfaire les besoins de la population au regard des normes de l'Organisation mondiale de la santé, qui stipule un hôpital pour 150 000 habitants.
La vie quotidienne est rythmée par les évacuations sanitaires vers Dakar ou à l'étranger. La construction d'un nouvel hôpital, j'allais dire d'un nouveau centre hospitalier national de référence à vocation sous-régionale est devenue une nécessité pour Touba afin de renforcer la couverture médicale en établissement de santé publique niveau 3, qui est la référence de la ville pour mieux faire face aux nouvelles réalités démographiques. Il s'agit également pour nous de réduire les évacuations sanitaires vers Dakar et à l'étranger, avec la création de nouvelles spécialités. On l'a vu tout à l'heure lors de la présentation. Il s'agit des services de cardiologie, du service des brûlés, du service de l'oncologie, de l'orthopédie et de la traumatologie. Pour ne citer que ces cas, permettre aussi une prise en charge efficiente lors des grands événements religieux comme le Grand Magal de Touba. L'hôpital de référence de 300 lits, troisième dans la ville sainte, sera construit dans l'extension située sur la route départementale Touba-Darou-Mouhty, d'où son accessibilité. Je voudrais, chez le porte-parole, vous demander d'exprimer ma reconnaissance et ma gratitude au Khalife général qui a bien voulu mettre un terrain d'une superficie de 10 hectares, qui est son propre terrain, pour accueillir ce nouvel hôpital. C'est un geste qu'il faut magnifier, puisque c'est un geste de grande générosité, comme il sait le faire très souvent. Une particularité de ce centre hospitalier, la construction d'une dizaine de logements et un réseau d'assainissement de qualité. Le président Macky Sall a insisté sur le modèle accéléré pour permettre aux populations de bénéficier rapidement des soins de cet hôpital ultramoderne financé entièrement par le gouvernement du Sénégal à hauteur de 40 milliards de francs CFA. À cette occasion, le chef de l'État est revenu sur les grandes avancées notées dans le secteur de la santé au Sénégal, une preuve que la couverture maladie universelle est une réalité dans notre pays. Le président Macky Sall est au micro de Oumar Nying. Le Sénégal compte actuellement 35 hôpitaux, 98 centres de santé et 1257 postes de santé. Une amélioration du plateau technique des structures sanitaires est notée, ainsi que le renforcement des moyens de supervision et l'amélioration des conditions d'évacuation des malades. C'est pourquoi, depuis 2012, on a enregistré l'ouverture de 5 hôpitaux, dont l'hôpital d'enfants de Diamniadio, l'hôpital de la paix de Ziguinchor, l'hôpital de Fatick, l'hôpital de Matam et l'hôpital d'Al Jam de Guédiawaye, dont les derniers ont été inaugurés récemment. La décentralisation de l'hémodialyse pour mieux répondre à la politique de gratuité de la dialyse est devenue une réalité avec l'ouverture de 7 nouveaux centres dans les hôpitaux de Tambacounda, Kaolack, Touba, Ziguinchor, Matam, Grand Yoff et le deuxième centre de l'hôpital Aristide Le Dantec, en plus de ceux de Saint-Louis et du premier de l'hôpital toujours Aristide Le Dantec, ainsi que de l'hôpital principal de Dakar. Il est prévu entre 2016 et 2017, et c'est en cours, la construction de 13 nouveaux centres de dialyse, cette fois-ci pour Thiès, Diourbel, Louga, Ndioum, Kolda, Sédhiou, Kaffrine, Fatick, hôpital militaire de Ouakam, Pikine, Roi-Baudouin et deuxième centre à Saint-Louis, ainsi que Dalal Jam. En 2018, 3 autres centres de dialyse à Mbour, Diamniadio et Kédougou, et un centre de référence de transplantation à l'hôpital de Fann. Vous le noterez, certains hôpitaux ont été dotés en équipement lourd, 2 angiographes,
17 scanners, 14 mammographes et 19 centrales d'oxygène, un appareil d'imagerie par résonance magnétique, on appelle IRM, 35 appareils de radiographie numérique, un gamma caméra spectre, des équipements de laboratoire, de stérilisation et de blocs opératoires. Madame le ministre de la Santé, je voudrais arrêter la série là et vous remercier pour les diligences et la mise à niveau du système de santé du Sénégal. À Touba, toujours, le président de la République a lancé ce vendredi les travaux de construction d'un centre d'enfouissement technique. Il sera implanté à Ndindi pour un coût de 6 milliards de francs CFA. Les travaux confiés à l'AGETIP devraient durer 1 an. Ce centre va aider Touba à résoudre définitivement les problèmes liés à la gestion des déchets. Les précisions de Aboubakri Kane. À Ndindi, le président de la République est venu lancer les travaux de construction des infrastructures d'un important projet. Le relatif à la gestion durable des déchets solides urbains. Une initiative saluée par les autorités religieuses qui ont suivi avec beaucoup d'intérêt les explications sur le processus de collecte, de tri et de récupération de la partie valorisable pour l'orienter vers des filières d'exploitation. L'objectif étant d'améliorer le cadre de vie dans la ville sainte. C'est un projet qui est mis en place par l'État du Sénégal en accompagnement avec la Banque islamique de développement pour un montant global de 17,5 milliards dont les 6 milliards reviennent à la commune de Touba. Il s'agit de mettre en place des points de regroupement normalisés, 9 au total au niveau de la périphérie de Touba, de mettre aussi en place un centre de regroupement et de commercialisation pour permettre de récupérer toutes les matières valorisables qui sont issues de la collecte sélective. Les travaux du centre d'enfouissement technique sont confiés à l'AGETIP. Il s'agit donc de réaliser dans un délai d'1 an un point de regroupement normalisé, un centre de regroupement et de commercialisation des déchets et un centre intégré de valorisation. L'État compte à travers ce projet accompagner la ville de Touba dans l'amélioration de la salubrité par une gestion écologique et rationnelle des déchets solides. CIVD qui va polariser toute la zone du Baol et qui permettra à ce que tous les déchets qui arrivent vont être récupérés, triés, récupérés et orientés vers des filières de valorisation pour la production de compost, pour la production d'énergie et pour la production de matières premières. Le CIVD constitue le dernier maillon de la chaîne de traitement et accueille uniquement les déchets ménagers et assimilés. Il s'agit cependant d'un ensemble de composantes qui s'inscrivent dans une dynamique cohérente de mise en place d'un système de gestion des déchets solides pour Touba et ses environs. Un acte de plus qui témoigne de l'importance que le président de la République accorde à la ville sainte. Arrivé hier à Touba, le président de la République a été reçu à la résidence Cheikhoul Khadim par le khalife général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Le président de la République a également effectué des prières de Maghreb et de l'Isha à la grande mosquée de Touba. Il s'est également recueilli au mausolée de Cheikhoul Khadim. Nous retrouvons Aboubakri Kane pour la synthèse. À son arrivée à la résidence Khadimou Rassoul, à quelques instants de l'heure de la prière du crépuscule, communément appelé Timis au Sénégal, le président de la République a été accueilli par Serigne Bassirou Abdou Khadre et Serigne Moustapha Cheikh Matiley. Place ensuite à la prière, un acte de foi dirigé par Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Au terme des 3 rakas, le chef de l'État et son épouse ont été reçus par le khalife général des Mourides. Occasion pour le président Macky Sall de revenir sur la portée de son déplacement à seulement quelques heures du Grand Magal de Touba. Un événement de dimension internationale qui commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. À Serigne Cheikh Sidi Mokhtar, le président de la République a renouvelé son allégeance
non sans remercier le khalife pour l'accueil exceptionnel à lui réservé par les populations de la ville sainte sur instruction du marabout. Le chef de l'État a réaffirmé son intention de toujours travailler pour la capitale du mouridisme et la communauté mouride. Il s'est également réjoui des appels et enseignements constants du khalife pour l'unité des tariqas et de tous les musulmans. Le président Macky Sall est aussi revenu sur les grands chantiers en cours de réalisation dans la ville et des projets majeurs en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations. Ses ambitions pour Touba déclinées, le chef de l'État a sollicité des prières pour préserver notre pays des menaces sécuritaires dans la sous-région. Au nom du khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre a salué la démarche du chef de l'État, un fervent mouride, dira-t-il, dont la présence à Touba témoigne de l'importance qu'il accorde à la tariqa mouride. Le porte-parole est également revenu sur la mission du fondateur du mouridisme et l'esprit de ses enseignements. À travers Serigne Bassirou Abdou Khadre, le khalife général a salué les actes constamment posés par le chef de l'État en direction de Touba, notamment dans les domaines de l'hydraulique, l'assainissement, les infrastructures routières, l'éclairage public ou encore la santé. Un satisfecit total au président de la République et au gouvernement qui sera suivi de prières formulées par Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacké, prière pour le chef de l'État, prière pour un bon magal, une stabilité et une paix durable, base du développement. Après la cérémonie de réception à la résidence, le président de la République s'est rendu à la grande mosquée de Touba où il est venu prier. Il a sacrifié à la prière du Isha ou Gué sous la direction de Serigne Bara Bousso. À l'issue de la prière, le chef de l'État s'est rendu au mausolée de Khadimou Rassoul. Des moments de prière et de recueillement en compagnie de l'imam ratib de la grande mosquée de Touba, Serigne Mamoun Bousso. Au-delà d'une visite à Touba, le président Macky Sall est venu commémorer le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Voilà pour ces activités du chef de l'État hier à Touba. Nous y restons car le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a inauguré la station de traitement de boues de vidange de la ville sainte. 3 autres édifices publics construits aux alentours de la grande mosquée de Touba ont été également visités par Mansour Faye et sa délégation, nous dit Dame Silla. Le gouvernement du Sénégal, dans le cadre de sa politique d'assainissement des cités religieuses, a réalisé cette station de traitement de boues de vidange ici à Touba. L'ouvrage permet aux camions de vidange de déverser leurs charges dans le site. C'est un ouvrage d'une importance capitale, puisque étant une station de traitement de boues de vidange qui a une capacité de 400 mètres cubes jour, c'est-à-dire l'équivalent de 40 camions de 10 mètres cubes. Combiné à la station de Mbacké, ces 2 stations vont pouvoir en tout cas recevoir l'ensemble des vidanges effectués au niveau des sites de Touba et environ. La station de traitement de boues de vidange est une infrastructure de dernière génération. Pour sa réalisation, l'État a dégagé une enveloppe de 1,2 milliard de francs CFA. L'ouvrage a de multiples avantages. Les eaux passent de différents bassins et à la sortie, les eaux sont traitées jusqu'à un niveau tertiaire, et ce qui permet leur utilisation pour l'arrosage. En plus, en passant dans différents bassins par le système de décantation, on crée des boues qui sont séchées sur plusieurs lits. Et ces boues aussi séchées sont utilisées comme fertilisants. Autre innovation de taille dans cette édition du Grand Magal de Touba, la construction de 3 édicules publics aux alentours de la grande mosquée. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et sa délégation y ont effectué des visites. Ces édicules publics sont conçus à peu près, chaque édicule a 12 box, 6 et 6. 6 pour femmes, 6 pour hommes.
Donc les 3, ça fait 36 box à peu près, qui vont permettre encore aux populations, aux pèlerins, de pouvoir satisfaire leurs besoins vraiment dans de très bonnes conditions, donc de cadre de vie amélioré. Ça va être fermé en ces périodes. Ça va être période en temps normal et ouverte pour les magal, les ziar et autres. L'accès sera bien sûr libre et on verra soit la commune, soit l'ONAS, comment prendre en charge le personnel qui sera dédié à la sécurité et aussi à l'entretien et l'exploitation. En plus des édicules publics construits à Touba, l'ONAS a également mis en place des toilettes mobiles dans la ville sainte pour une bonne couverture sanitaire du Grand Magal. Nous retournerons à Touba au cours de ce journal pour retrouver nos équipes sur place pour nous décrire l'ambiance dans la ville sainte en cette veille de Grand Magal de Touba. Ce sera en direct dans quelques instants. En attendant, parlons de cet aspect chez le pluralisme. L'éducation et la conscience écologique doivent être privilégiées dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme religieux. L'affirmation est du professeur Souleymane Bachir Diagne. L'universitaire était invité au Conseil de sécurité des Nations Unies lors d'une réflexion sur le partenariat entre l'ONU et l'OCI dans la lutte contre le terrorisme. Réflexion qui entre dans le cadre du programme de la présidence sénégalaise au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous retrouvons notre envoyé spécial Khalisek. La lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent constitue un combat commun que les Nations Unies et l'Organisation de la Conférence islamique comptent mener ensemble à travers une synergie d'action et une mutualisation de leurs efforts. Et cette rencontre a été ainsi un excellent cadre de concertation et d'échange mis à profit pour davantage réfléchir sur les voies et moyens de vaincre l'ennemi commun qui se trouve être le terrorisme. Pour approfondir la réflexion, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait comme hôte l'ambassadeur représentant le secrétaire général de l'OCI, mais aussi et surtout le professeur Souleymane Bachir Diagne de Columbia University. L'universitaire de penser que l'éducation, le pluralisme et la conscience écologique doivent constituer une réponse structurante et appropriée à l'idéologie extrémiste. J'ai insisté effectivement sur le pluralisme, parce que le pluralisme, c'est l'art d'accommoder les différences et nous avons besoin de savoir accommoder les différences. Le pluralisme, ce n'est pas le relativisme, ça ne consiste pas à dire que tout est faux ou rien n'est vrai, ça consiste au contraire à affirmer qu'il y a bien une vérité une vers laquelle nous devons nous orienter et que cette vérité se réfracte de manière différente. J'ai également insisté sur le fait que le moyen ultime pour cela, c'est l'éducation. Si nous parlons des extrémismes, des violences, des identités meurtrières qui sont jetées les unes contre les autres, malheureusement, dans le monde tel que nous vivons, évidemment, il y a à très court terme des mesures de sécurité à prendre. Mais à long terme, c'est là que se joue véritablement la victoire sur les extrémismes. Et le long terme, c'est le terme de l'éducation. Il s'agit encore une fois de gagner la bataille des esprits et à ce moment-là, il faut que l'éducation soit au centre de toute stratégie puisque c'est par l'éducation que l'on peut faire en sorte d'installer une culture du pluralisme qui nous permette de vivre ensemble harmonieusement dans notre monde. Mais vous savez, l'insécurité dans laquelle l'humanité vit aujourd'hui prend plusieurs formes et il ne faut jamais, me semble-t-il, oublier cette insécurité écologique. Quand nous parlons de changement climatique, c'est devenu une réalité tangible. Nous voyons effectivement que nous avons tellement pesé sur notre monde, que nous avons tellement pesé sur nos ressources naturelles, qu'il y a un effet boomerang et aujourd'hui, notre planète est menacée. Il est établi que le terrorisme et l'extrémisme religieux constituent une réelle menace à la paix et à la sécurité, mais il est tout aussi vrai que l'ONU et l'OCI comptent prescrire une thérapie à la dimension de la pandémie. La première édition des 72 heures de Djembereng a vécu. La station balnéaire de Cap Skirring a vibré au rythme des sonorités locales. Un forum a été tenu dans le cadre de la relance du tourisme dans la localité. À l'issue des débats, des recommandations ont été formulées. Kaltoum Gueye nous en dit plus. La population a sorti le grand jeu, danse de Ekonkon, démonstration de la culture Diola, une ambiance qui traduit un espoir. L'espoir d'un lendemain meilleur pour le tourisme en Casamance. La commune de Djembereng montre à travers ces 72 heures de la relance du tourisme les grandes opportunités qu'offre la localité sur le plan touristique, culturel et économique. Il nous appartient maintenant
de nous retrousser les manches, de jouer maintenant notre partition dans ce grand chantier qui est notre champ collectif, chacun dans son domaine d'activité, par ses capacités et compétences, tout cela dans un même élan de complémentarité et de solidarité pour la relance et à notre développement. Des panels et forums ont été tenus et pour une meilleure attractivité de la destination Casamance, des résolutions ont été faites. Élaborer un plan directeur d'urbanisme de référence qui prend en charge la requalification du site de Cap Skirring et la restructuration des villages de Cabrousse et de Diembéring. Formalisation et encadrement de l'offre des résidences pour renforcer la capacité d'accueil touristique de la commune de Diembéring. Je tiens personnellement à faire mien le portage auprès des plus hautes autorités du Sénégal et des partenaires au développement des recommandations issues de ces 72 heures de relance du tourisme et des activités connexes. Dans cette lancée, l'État du Sénégal, dans un programme Plan Sénégal émergent, a mis en place des projets essentiels pour les activités touristiques, dont la Casamance est au centre, et parmi eux, celui du microtourisme. Le projet microtourisme sera le projet qui permettra aux petits entrepreneurs touristiques, aux porteurs de projets, de pouvoir investir le secteur du tourisme, créer les conditions de faire sortir les touristes des centres touristiques et de les faire visiter la région, de les faire acheter les produits qui sont produits au niveau de l'artisanat, au niveau du batik, au niveau des activités féminines, donc pour permettre une plus grande multiplication de la dépense touristique au niveau de l'art. La relance du tourisme est possible grâce à la levée des restrictions de la France. Ces pays comptent également accompagner le secteur et les autorités administratives apprécient. L'artisan, c'est surtout le résultat de la politique qui a été menée par les autorités sénégalaises. La situation sécuritaire en Casamance a considérablement changé. Je voudrais surtout vous remercier au nom de ces mêmes populations, au nom de ces mêmes acteurs touristiques, car sachant ce que représente l'ambassadeur dans la politique étrangère d'un pays, je suis persuadé que vous avez personnellement pesé de tout votre poids dans la prise de cette décision. Le tourisme a un avenir prometteur ici en Casamance. Et voici un avant-goût de ce qui est proposé sur le plan culturel. À présent, je vous fais lecture de ce communiqué de la primature. Monsieur le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne prendra part au nom de son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République, au 4e sommet des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et du monde arabe, prévu à Malabo, en Guinée équatoriale, du 21 au 23 novembre 2016, sous le thème « Ensemble pour le développement durable et la coopération économique ». Le sommet verra la participation de 67 pays africains et arabes qui discuteront des questions d'intérêt commun et élaboreront des stratégies à l'effet de consolider les liens historiques, économiques et géopolitiques entre les deux peuples frères de l'Afrique et du monde arabe. Le retour du Premier ministre, le retour donc de Monsieur le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne à Dakar est prévu pour le 24 novembre 2016. Un communiqué signé la cellule de communication de la primature. L'Autorité nationale d'assurance et qualité au Sénégal a tenu un atelier de partage des résultats du dernier rapport sur les 11 demandes d'agrément déposées par des établissements privés. 2 ont obtenu donc un avis favorable. Côté diplôme, sur les 46 demandes, seuls 10 ont été reconnus donc, nous dit Aminata Mbengfal. 40% du budget national consacré à l'éducation, ce qui prouve l'importance que les autorités accordent à ce secteur. Cependant, la qualité de l'enseignement supérieur est remise en cause au regard des résultats enregistrés ces dernières années. Pour y apporter des solutions, l'Autorité nationale d'assurance qualité a été mise sur pied. Elle est chargée de réguler l'enseignement supérieur. Ainsi, plusieurs référentiels ont été élaborés. Le référentiel, c'est un livre qui contient les standards, les normes de respect, les critères qu'il faut remplir et sur la base duquel les experts de l'ANAQ viennent
évaluer l'établissement, passer une journée, 2 jours et faire un rapport. À ce dispositif s'ajoute la signature en 2015 d'un décret sur la reconnaissance du diplôme qui met en avant 2 principes. Le principe de l'égalité, c'est-à-dire est-ce que l'établissement qui donne le diplôme a été habilité après une évaluation de l'ANAQ ou a reçu l'agrément après une évaluation de l'ANAQ, c'est le principe de l'égalité. Et le deuxième principe, c'est le principe de qualité. Est-ce que le diplôme que l'étudiant présente à la fonction publique est un diplôme accrédité par l'ANAQ ou reconnu par l'État? Et cette année, à l'ENAM, il y a une promotion où il y a des diplômés du privé pour la première fois et des diplômés du public. Parce que ceux qui ont le diplôme du privé, qui remplissent ces conditions-là, peuvent se présenter à l'ENAM et être recrutés à la fonction publique. Le dernier rapport fourni par les experts affiche des résultats assez faibles. Pour le privé, sur les 11 demandes d'agrément, 2 établissements ont obtenu un avis favorable. Côté diplôme, sur les 46 demandes, 10 seulement ont été reconnus. Et puis la Commission nationale du Sénégal pour l'UNESCO, en collaboration avec le bureau régional de l'UNESCO à Dakar, a procédé ce mercredi, au lancement du rapport mondial de suivi de l'éducation. Objectif partagé avec les différents partenaires des résultats du dit rapport. C'est un compte-rendu de Oumar Baldé. 263 millions d'enfants sont exclus de l'école. Le chiffre inquiète par rapport à la scolarisation universelle. Les engagements des pays envers l'éducation d'ici à 2030 semblent menacés. Voilà pourquoi le rapport mondial de suivi sur l'éducation plaide pour l'apprentissage tout au long de la vie. Un apprentissage non seulement de formel et de non formel, mais qui est valorisé, qui est accrédité, qui est certifié pour que les enfants en dehors du système scolaire non seulement puissent acquérir les compétences, les valeurs et les connaissances nécessaires, mais pour qu'ils puissent aussi s'intégrer dans la vie de la société, la vie du travail et la vie sociale et civique. Pour atteindre un tel objectif, il faut des innovations pour remédier à la pauvreté et considérer la scolarisation comme un processus universel. L'ODD 4 qui vise à assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous, et le cadre d'action qui en découle indique des orientations et des stratégies à mettre en place, à traduire et à mettre en place d'ici 2030, selon les contextes, les besoins et les aspirations de nos pays respectifs dans le domaine de l'éducation. En réalité, l'État du Sénégal a bien compris que le développement durable est l'une des voies de l'émergence. En effet, combiné au capital humain et à la protection sociale, le développement durable représente le second axe du plan Sénégal émergent. Mieux encore, nos autorités ont choisi, pour atteindre cet axe 2 du PSE, de concrétiser l'éducation de qualité pour tous, la prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant, l'accès à un cadre de vie amélioré et la réduction de la dégradation de l'environnement. C'est dire que le thème de cette nouvelle édition du GEM est d'une pertinente actualité au Sénégal. Au rythme actuel, seuls 70% des enfants des pays à faible revenu auront achevé l'école primaire d'ici à 2030, un objectif qui aurait dû être atteint en 2015. 20 milliards de francs CFA pour accompagner les institutions financières de l'UEMOA dans la promotion de l'inclusion donc financière. Les bailleurs de fonds se sont réunis pour mettre en place une stratégie visant à faciliter l'accès des populations aux services financiers. Il s'agit donc de partenariats techniques et financiers d'institutions financières qui accompagnent la BCEAO dans la proposition donc de services à des coûts abordables. C'est un compte rendu de Fantabachi. Des populations exclues des systèmes de financement, une problématique bien réelle dans la zone UEMOA. Les autorités de l'Union ont décidé de prendre en compte cette couche en leur facilitant l'accès aux services financiers. Notre ambition est de porter le taux global d'utilisation des services financiers d'environ 50% en 2015 à 75% et même plus à l'horizon 2020. Tous les acteurs
doivent faire de l'inclusion financière un véritable outil d'inclusion sociale des couches défavorisées, un instrument de financement de secteurs phares comme l'agriculture, la pêche, l'artisanat, le tourisme. 20 milliards de francs CFA sont nécessaires pour atteindre cet objectif. Les bailleurs sont justement ici pour proposer des stratégies de mobilisation de fonds. Il faut également créer un certain nombre de conditions, des infrastructures. Donc les 20 milliards, ça va à cela, ça ne va pas en termes de crédit accordé aux populations. C'est le financement des actions nécessaires pour permettre aux banques et permettre aux SFD, c'est-à-dire les institutions de microfinance, de jouer pleinement leur rôle de financier de l'économie. L'idée a germé depuis 2014. Lors du Conseil des ministres de l'UEMOA tenu en juin 2016, un document cadre de politique et de stratégie régionale d'inclusion financière a été adopté. Aujourd'hui, il ne reste qu'aux acteurs d'amorcer la phase opérationnelle du projet. On va bien sûr accompagner et appuyer tout le volet d'innovation et de développement de marché, mais en même temps accompagner la BCEAO dans, je dirais, l'évolution de cette réglementation qui sera sans doute nécessaire en fonction des innovations et des nouveaux développements. La BCEAO, les partenaires techniques et financiers et le Fonds des Nations Unies pour le développement du capital, UNCDF, sont engagés dans cette initiative. Le but, améliorer de manière permanente l'accès et l'utilisation par les populations de l'UEMOA d'une gamme de services financiers adaptés à coût abordable. Le GIABA tient depuis hier sa plénière, la 26e du genre, à travers sa commission technique, une opportunité pour les États membres de la CEDEAO de passer en revue les mesures coercitives existantes et de renforcer les politiques en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. C'est un compte-rendu de Ousmane Doya. Le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme tient sa réunion plénière ici à Saly pour se pencher sur les menaces et défis liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme dans la zone CEDEAO. As I said, anything which has to do with ce qui est vraiment recherché dans le cadre de ces évaluations mutuelles, c'est tout ce qui est connexe au blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Mais nous allons aussi mettre l'accent sur les infractions sous-jacentes du blanchiment d'argent. Par exemple, quand je prends le cas des taxes, nous savons que quand on parle de blanchiment d'argent, nous parlons en un mot très simple de l'argent sale. Et donc, nous sommes en train de voir même dans le cadre de l'évasion fiscale et autres, comment ces gens utilisent ces secteurs pour blanchir de l'argent. It doesn't come through the legal process. Cette plénière permettra également aux États membres de partager des expériences sur la mise en œuvre effective des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Je voudrais également dire ici, encore une fois, que ces évaluations, en plus de donner aujourd'hui un état des lieux sur les manquements, les insuffisances de notre dispositif, constituent également une base décisionnelle des autorités. À la fin de la réunion, plusieurs perspectives sont attendues, comme un programme de travail par rapport à l'examen des points concernant la présentation des rapports d'activité du directeur général du GIABA, un mémorandum sur l'approbation des normes internationales de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, aussi une présentation du secrétariat du GAFI sur des normes internationales de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération. Mandat sera aussi donné et nomination sera aussi à l'ordre du jour pour ce qui concerne de travail qui seront chargés d'évaluer tous les travaux issus de cette plénière. Voilà donc pour la plénière du GIABA ouverte hier. La rubrique métier met ce soir en lumière les artistes peintres dans la capitale. Leurs ateliers ont pignon sur rue. Les belles œuvres rendent donc les décors attractifs. C'est un zoom signé Luis Pizza. Corniche des Mamelles, une falaise domine la mosquée de la Divinité. Sur le côté opposé, dans ce petit coin de la route, où Sénoulé et ses camarades étalent leur talent. Le métier d'artiste peintre, c'est d'essayer d'inspirer des trucs, sur des thèmes, ou bien, on travaille sur beaucoup de choses. Pour être artiste peintre, il faut avoir du talent de dessiner et de peindre. Nous sommes des artistes, nous avons constaté que les populations aiment les tableaux. Voilà pourquoi nous travaillons dans ce sens. Pinceau à la main, il reproduit dans les moindres détails la photo d'un client. Un tableau design et moderne signé de la main de l'artiste.
Je n'ai jamais été formé dans une école, mais j'étais formé par un maître, qui était vraiment un grand maître, qui m'a appris la peinture. Mais le dessin, c'est une don, quoi. Ça, bon, je l'ai appris à moi-même. Mais la peinture, je l'ai appris. Parce que métier artiste peintre, il y a deux choses, il y a le dessin et la peinture. Le diplôme ne fait pas donc l'artiste, mais complète la vocation. Dans son milieu de travail, il recherche le calme pour accomplir ses œuvres. Il voit qu'il n'y a pas beaucoup de voitures, et puis c'est calme, quoi. Il y a la paix, c'est calme, et puis à côté du camp militaire, bon, il y a la sécurité. Doté d'une culture artistique solide, l'homme veut être compris. Pour un portrait, préalablement, il faut tracer la photo, quoi, faire des échelles. Ou bien tu fais le main levé. Après, tu commences à tracer aussi le toile. En finissant de tracer le toile, et tu commences à regarder la photo et dessiner, quoi. Si le dessin est fini, et tu commences à peindre. Bon, ça peut prendre une semaine, ça dépend. Au fur et à mesure qu'il peint, il observe de petites pauses. Je me retire un peu et je prends mon 16 et je regarde ce que j'ai fait. S'il y a des retouches à faire ou bien des trucs, je reviens encore. Ça me donne de l'inspiration. La mer, c'est vaste. Je prends l'inspiration sur la mer. Étant donné je vois les pirogues, ça fait partie du moi, quoi. Tout le travail se fait à l'aide d'un pinceau, qu'il soit petit ou grand. Chaque instrument joue un rôle spécifique sur la toile. Kii ay pinceau la dafa am bu ndaw am bu mag mais bu nekk ak li muy liggéey yii nii yëpp yu ndaw la benn tollu sa morom daal bu ci nekk ak li muy liggéey waaw gis nga yu mag la nii tamit yu mag la xam nga gis nga ko bu ci nekk ak liggéeyam quoi dañ ko xooj ci biir ndox mi nii bañ mu wow. Le mélange de peinture permet d'obtenir une couleur homogène pour la décoration. L'acrylique, c'est une peinture à l'eau, quoi. Mais c'est plastifié après, quoi. Après, il sera en plastique, quoi. Mais c'est très efficace et puis c'est en bonne qualité, quoi. Au maximum, une semaine pour réaliser un portrait avec effet garanti. Ça peut durer plus de 4 siècles, hein, parce que c'est un tissu que nous-mêmes, on a préparé le toile, quoi. Africainement. Nous sommes ici pour travailler, raison pour laquelle on se lève très tôt le matin, jusqu'à tard dans la soirée. 8 heures du soir. L'artiste ne se contente donc pas seulement de peindre, il fait passer un message. À travers ce tableau, il défend ses idées et s'exprime sur son vécu. C'est le tableau de Serigne Touba et El Hadji Malick, quoi, en train de prier pour le Sénégal, quoi. Ce message, bon, pourquoi j'ai fait ce tableau? C'est parce que je vois qu'il y a des gars qui peuvent nous envahir, quoi. Mais après, d'après ce tableau-là, si tu vois que les deux chazes en train de prier pour le Sénégal, il faut que nous, les Taloubés, qu'on soit unis. Il faut qu'on soit unis pour que personne ne peut nous diviser. L'artiste doit éduquer, quoi. Un travail qui lui vaut aujourd'hui de nombreux clients. Il y a beaucoup de gars qui passent ici de commander leurs enfants, bien leurs femmes, des trucs comme ça. Et le paysage aussi, ici souvent je le prends, le paysage, jusqu'à Dakar, l'horizon, je prends tout. Mais à chaque fois quand je le commence, avant de finir, il y aura plus de 5 clients qui veulent cette toile. Bon, un tableau comme celle-là, on me paye 150 000 francs. Seulement, le groupe n'arrive pas à avoir un local pour ses activités. Mais je voudrais que la mairie aussi fasse quelque chose pour nous. Même si on paye chaque mois, ça nous fera plaisir, quoi. Ici, c'est très difficile. Un jour, les gars, ils viennent nous dire, allez, partez, je m'en sors, quoi. Mais tu sais, la vie est difficile, de toute façon. Depuis 2009, ces artistes peintres proposent leurs idées pour la décoration des murs, avec des tableaux design et modernes de différents formats. Tout ceci avec le génie des doigts. Aujourd'hui, ils souhaitent que le métier soit davantage valorisé pour donner une image positive à l'artiste. Après nous avoir invités à faire connaissance avec le symbolique Central Park de New York, Khalisek nous fait faire à présent une balade dans la mythique place de Times Square, un quartier pas comme les autres. Times Square, situé dans l'arrondissement de Manhattan, est à coup sûr de l'avis de la plupart des New-Yorkais, l'une des places les plus connues à travers le monde. Une balade au Times Square illustre, s'il en est encore besoin, l'importance que les touristes du monde entier accordent à cette place mythique. En effet, Times Square séduit, émerveille et éblouit par ses néons gigantesques de panneaux d'affichage.
Les théâtres de Broadway et les imposants écrans géants font de Times Square un symbole de New York, devenu un passage incontournable pour tout touriste. Times Square, un quartier en constante effervescence, préféré des grands artistes pour leurs spectacles, mais aussi et surtout des chaînes de télévision pour leurs lives et autres tournages. Voilà pour ces images saisissantes de Times Square, l'une des places les plus fréquentées de Manhattan. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées nous conduit au Nigeria, au Mozambique, en Tunisie, en Allemagne et aux États-Unis. Tout d'abord en RDC, où le président Joseph Kabila a nommé un nouveau Premier ministre pour apaiser les tensions dans son pays. Anaïs Nyanyamane pour le récit. La surprise en République démocratique du Congo, Sami Bandinanga est nommé Premier ministre par le président Joseph Kabila. Le nouveau Premier ministre présente avec des tickets de l'UDPS, parti d'opposition. Sa principale mission est d'organiser les élections, mais surtout de stabiliser et de rassembler tout un pays. Sami Bandinanga est député national, membre du groupe parlementaire de l'UDPS. Au Nigeria, 3 attentats suicides ont fait 6 morts, dont 4 kamikazes ce vendredi à Maiduguri. Selon les forces de sécurité nigérianes, les explosions ont eu lieu dans 3 sites différents. Ces attaques interviennent au moment où la grande ville du nord-est du Nigeria tente de maintenir une sécurité relative dans une région toujours dévastée par 7 ans de conflit avec Boko Haram. Au Mozambique, au moins 73 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines de blessés dans l'explosion d'un camion-citerne. Le drame s'est produit dans la localité de Kafizande, à proximité de la frontière avec le Malawi. Le camion immatriculé Malawi a eu un accident mercredi. Les villageois environnants sont venus se servir en carburant et c'est à ce moment-là que le véhicule a explosé pour une raison encore indéterminée. La Tunisie à l'écoute des victimes du régime Ben Ali. L'audition de la mère d'une des victimes a débuté. À Tunis, ces auditions publiques sont retransmises en direct à la télévision nationale. Une dizaine d'hommes et de femmes vont se succéder pendant 2 jours pour témoigner des violences et des souffrances qu'ils ont subies 6 ans après la révolution du Jasma qui a entraîné le chute de Ben Ali. Dernier jour de la visite de Barack Obama en Allemagne, dernier jour d'une ultime visite sur le sol européen en tant que président des États-Unis. Ce vendredi, un mini-sommet est organisé en présence des dirigeants français, britanniques, italiens et espagnols autour de la chancelière Angela Merkel. Ils ont émis des interrogations sur le futur de la politique américaine avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Devant les chefs d'État européens, Barack Obama est optimiste. Avec Angela Merkel, Obama s'est posé en avocat du libre-échange. La chancelière allemande de rappeler que l'UE et les États-Unis sont les 2 plus grandes zones commerciales. Barack Obama a rendu un hommage appuyé à la chancelière. Aux États-Unis, le président élu Donald Trump a nommé le sénateur ultra-conservateur Jeff Sessions comme ministre de la Justice. Selon le communiqué de l'équipe de la transition publié ce vendredi, le général à la retraite Michael Flynn est aussi nommé conseiller à la sécurité nationale. Trump, qui doit prendre ses fonctions le 20 janvier, a également nommé Mike Pompeo, qui siège à la Chambre des représentants pour le Kansas, comme directeur de l'agence de renseignement CIA. À ce stade du journal, nous prenons la direction pour Touba où nous attendent nos équipes. Bonsoir, cher Ahmadou Bambagui. Alors, quelle est l'ambiance dans la ville sainte de Touba à quelques heures du Grand Magal? Voilà, bonsoir Oumou Baldé, bonsoir à tout le monde, tous qui nous suivent sur la RTS1. Ici, donc, Touba a fait le plein. On est à quelques heures de la célébration du Grand Magal de Touba. À la veille de cette célébration du départ en exil du fondateur du mouridisme, cher Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, des milliers de fidèles ont pris part donc à la prière de ce vendredi à la grande mosquée de Touba, en présence du khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Une foule des grands jours qui a été visible ce matin ici dans la grande mosquée, le 18 Safar en tout cas, est parti pour connaître une affluence exceptionnelle. Ousmane Garifay. Sur cette estrade posée devant la grande mosquée de Touba, des caméramans de la télévision nationale, l'œil rivé sur l'objectif, cette esplanade prise d'assaut par les fidèles avant que la matinée ne tire sa révérence. Quelques mètres plus haut,
Ce drone lancé pour la circonstance survole tranquillement la mosquée, filmé sous toutes ses facettes, du 380 degrés, pour montrer ses atours ainsi que ceux de ses abords immédiats. Conséquence, un panorama pour le moins inédit, témoin de l'ampleur d'une mobilisation jamais observée ici par les fidèles. Un événement hors norme, couverture hors norme, rien de trop donc pour la télévision nationale pour rendre compte de ce vendredi exceptionnel. Sur la terre ferme, l'arrivée du premier des talibés mourides, le khalife général fait suite à l'appel du muezzin. À ses côtés, la délégation venue de Mauritanie, des moments de recueillement, mais aussi d'intenses méditations que le khalife général a voulu partager avec la communauté des fidèles mourides. En cette veille de 18 Safar, la prière s'est achevée dans la ferveur religieuse sous l'égide de l'imam Ratib, des prières formulées pour la paix intérieure du pays, mais également un bon déroulement du Magal, cette célébration de la 122e édition du départ en exil du fondateur du mouridisme. Voilà, merci beaucoup Ousmane Ngari Faye. Et puis ouverture de la 8e édition des grandes expositions sur le mouridisme. Cette année, la thématique centrale est Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul et le Saint-Coran. Les expositions, vous le savez, sont confiées au mouvement Hizbut Tarqiyyah Habibou Mbaye. Le Coran à l'honneur dans les grandes expositions sur le mouridisme. Dans sa 8e édition, les instructions du khalife général des Mourides à travers le comité d'organisation qui a confié ces expositions au Dara Hizbut Tarqiyyah sont respectées. Il s'agit de magnifier le Coran dans la thématique centrale de cet espace qui s'ouvre au monde des chercheurs vers la source intarissable qu'est Khadim Rassoul. La thématique centrale de cette année, c'est le Saint-Coran et Cheikh Ahmadou Bamba. Le Saint-Coran et Cheikh Ahmadou Bamba, moi j'ai retenu personnellement quelque chose de formidable. Quand le Seigneur dit dans le Saint-Coran, Inna nahnu nazalna zikr wa inna lahu lahafizun. Certes, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, mais c'est nous aussi qui en assurons sa sauvegarde. Cela veut dire qu'en fait, aujourd'hui, regardez dans le monde, le mouride à Touba, vous prenez n'importe quel enfant, il a le Coran dans le cœur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous imprimez des copies de Coran, que ces copies soient déformées, que ces copies soient falsifiées, que ces copies soient perdues, le Coran demeure dans les cœurs de ces enfants qui, à tout moment, peuvent reproduire ce Coran-là. Ça, c'est la sauvegarde. Donc, c'est une mission de continuité de Cheikh Ahmadou Bamba dans la recommandation divine. Dans les stands, la beauté et la splendeur de la Sainte Vulgate ont été représentées afin que chaque visiteur puisse mesurer de lui-même l'amour incommensurable que Cheikh Ahmadou Bamba avait pour le Coran. Les grandes expositions sur le mouridisme constituent une plateforme de recherche approfondie, mais surtout de partage d'informations. Partage d'informations qui relate un processus de collecte d'informations vers la production d'une base de données qui aujourd'hui a abouti à ces grandes expositions sur le mouridisme. Ce qu'il faut retenir, c'est que les grandes expositions ont toujours été organisées par Hizbut Tarqiyyah, alors que Hizbut Tarqiyyah était dans le temps le daïra des étudiants mourides. C'est dans ces espaces d'exposition à Touba que l'on peut voir des jeunes à bas âge écrire le Coran sans le regarder. Mais c'est aussi dans ces grandes expositions que les valeurs à la fois artistiques, hagiographiques, culturelles, voire religieuses du mouridisme sont exprimées dans toutes leurs dimensions, dans le symbolisme du message de Cheikh Ahmadou Bamba. Voilà, depuis 2013, l'université de Bambey, Alioune Diop de Bambey, participe au Grand Magal de Touba. Activement, des étudiants et enseignants-chercheurs sont envoyés ici, dans la ville sainte, à l'occasion du Grand Magal de Touba, pour appuyer le comité d'organisation dans différents domaines, notamment la santé et l'informatique, entre autres, pour ne citer que cela. C'est un reportage de Dame Silla. L'université Alioune Diop de Bambey apporte à nouveau sa contribution pour une bonne réussite du Grand Magal de Touba. Des équipes composées d'étudiants et d'enseignants-chercheurs sont déployées sur le terrain. Nous avons 5 équipes qui interviennent sur le terrain. Il y a déjà une équipe de statistiques et informatique décisionnelle qui travaille avec l'équipe de santé pour justement collecter, saisir et traiter les statistiques de la santé au niveau du Magal de Touba. Les équipes déployées sur le terrain sont composées d'experts spécialisés
dans des domaines divers. Voilà notre 3e édition pour le Magal, que l'on prépare activement avec nos étudiants qui iront sur le terrain pour faire de la prévention. La prévention contre les maladies les plus courantes, les maladies les plus endémiques et parler avec les populations, les pèlerins de Touba. Nous, on va s'impliquer du côté départementique. On va amener des informaticiens. Il y a 6 informaticiens, plus 3 techniciens du CRI qui vont accompagner le Magal. L'université Alioune Diop de Bambey est une structure qui se met toujours au service des communautés. Ce personnel-là est qualifié, doté d'un sens civique, d'un esprit, mais aussi de principes de citoyenneté très forts. En plus de cela, ce personnel d'enseignement et de recherche dévoué, très jeune aussi, est accompagné, assisté par un personnel administratif technique et de service d'une très grande habileté, des agents qui sont non seulement doués, mais des agents qui sont vraiment dévoués donc à leur tâche. L'université Alioune Diop de Bambey est un établissement qui répond aux besoins du marché du travail et s'adapte toujours au contexte socio-éducatif du pays. Et voilà, justement, nous recevons à cette occasion le recteur de l'université de Bambey, le professeur Lamine Gueye, que nous recevons ce soir sur ce plateau. Professeur Lamine Gueye, bonsoir et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir Bamba. Voilà, vous avez suivi l'élément sur l'université Alioune Diop de Bambey qui a envoyé des étudiants, des enseignants-chercheurs pour appuyer le comité d'organisation dans différents domaines comme la santé ou l'informatique, pour ne citer que cela. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'implication de l'université de Bambey et sur le Magal? Est-ce que ça relève donc de la mission des universités? Merci beaucoup. Oui, notre participation relève de la mission service à la communauté des universités. Vous savez que toutes les universités sénégalaises ont 4 missions principales: la formation, la recherche, l'accompagnement à l'insertion des diplômés, mais également le service à la communauté. Il est extrêmement important, en particulier pour une université installée dans les régions, de développer ce service à la communauté. C'est pour cela que depuis 3 ans, c'est notre 3e participation au Magal de Touba. Nous déployons une équipe d'environ 200 personnes, composée d'enseignants et également d'étudiants, pour aider l'organisation du Magal, mais aussi assister les populations dans le domaine de la santé, dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, dans le domaine de l'analyse des statistiques médicales, mais aussi de l'évaluation économique du Magal. Et justement, sur les statistiques médicales, est-ce que vous avez des informations là-dessus ou bien des choses à préciser? Oui, ce qu'on a précisé, c'est que l'université Alioune Diop de Bambey, par l'intermédiaire de sa faculté qui enseigne l'informatique et les statistiques décisionnelles, a élaboré un logiciel uniquement pour analyser les données médicales, les consultations dans le Magal. Ceci en collaboration avec le médecin-chef de région. Et cette application était nécessaire pour automatiser le stockage, mais aussi l'analyse des données. Et cela va servir l'année prochaine à pouvoir faire une prévision des besoins, mais aussi connaître tout simplement le profil épidémiologique des patients qui consultent pendant le Magal. C'est la 3e édition, j'imagine que maintenant l'expérience est là. Est-ce que vous pouvez revenir sur les résultats de l'université qui, on va le rappeler, fête son 10e anniversaire et notamment parler des innovations avec les filières innovantes? Oui, l'université Alioune Diop est une jeune université. Nous avons un taux de réussite qui varie entre 70 et 80% en fonction des facultés, des UFR. Un taux de promotion donc de sortie en licence de 70%. Je pense que cela est dû à l'engagement de toutes les composantes de la communauté de l'université Alioune Diop de Bambey, les enseignants, les étudiants, mais également le personnel administratif. C'est dû aussi à la démarche managériale. Nous avons une démarche inclusive. Toute la communauté participe au développement de l'université, mais aussi au fait que l'université vise l'excellence. Certainement aussi un rôle est joué par la pacification de l'espace universitaire. Vous savez qu'à l'université de Bambey, il y a très peu de grèves, dû à une démarche qui consiste à ouvrir le dialogue social, dialogue avec les étudiants, dialogue avec les partenaires sociaux.